Paris. Le ministère de la Guerre prend une décision foudroyante. En une seule signature, le général Boulanger vient de transformer tous les arsenaux d'Europe en musées d'antiquités. L'invention de la poudre B, la première poudre sans fumée, mise au point par le chimiste Paul Vieille, impose la création immédiate d'une arme nouvelle pour l'exploiter. La manufacture d'armes de Châtellerault est sommée de produire le fusil Lebel, modèle 1886, dans l'urgence absolue. Des millions d'exemplaires sont commandés. En quelques mois, l'infanterie française devient la force la plus technologiquement avancée de son époque. Mais cette précipitation cachait une faille. Le fusil qui devait garantir la suprématie nationale portait en lui une mécanique de transition. Un magasin tubulaire qui, des années plus tard, allait ralentir fatalement les soldats dans la boue des tranchées face au système à lame chargeur. L'histoire du Lebel 1886 n'est pas seulement celle d'une révolution chimique. C'est l'histoire d'une machine d'État piégée par sa propre urgence et d'un système industriel contraint de produire à l'infini une arme qu'il savait déjà obsolète. Chaque semaine, nous racontons l'histoire des armes françaises, des manufactures d'État et des décisions industrielles qui ont façonné l'armée, la doctrine et la mémoire nationale. Et ce qui s'est passé lorsque l'époque a changé. Abonnez-vous si cette histoire vous parle. L'histoire ne commence pas par la nostalgie, mais par un lieu précis, à la manufacture d'armes de Châtellerault, en 1886. Pour comprendre l'urgence absolue qui a donné naissance au fusil Lebel, il faut d'abord regarder ce qu'il manquait à la France. Depuis le désastre de Sedan en 1870, l'armée française vit dans l'ombre obsédante de l'Empire allemand. La doctrine militaire, les budgets de l'État, les usines, l'opinion publique, tout est orienté vers une seule idée nationale, la revanche. Pourtant, au début des années 1880, le fantassin français est encore équipé du fusil gras modèle 1874. C'est une arme à un coup, robuste, mais qui tire des munitions à poudre noire, un ancien type de poudre utilisé avant les poudres modernes. Sur un champ de bataille, la poudre noire présente un défaut tactique majeur. Chaque tir produit un épais nuage de fumée blanche. Après quelques salves, les lignes de tir sont aveuglées et surtout, la position des fantassins est immédiatement révélée à l'artillerie ennemie. Le fantassin français est à la fois aveugle et visible. Le point de bascule historique ne viendra pas d'une manufacture d'armes ou d'un officier de terrain, mais d'un laboratoire parisien. En 1884, au laboratoire central des poudres et salpêtres, l'ingénieur chimiste Paul Vieille fait d'une découverte qui va bouleverser l'équilibre militaire mondial. Il invente la poudre B pour poudre blanche, la première poudre sans fumée, une poudre plus moderne qui a transformé les armes militaires à la fin du 19e siècle. Cette invention chimique ne se contente pas de dissimuler le tireur dans le paysage. Elle est 3 fois plus puissante que la poudre noire, elle encrasse beaucoup moins les canons et elle permet de réduire drastiquement la taille du projectile tout en augmentant sa vitesse et sa portée de façon spectaculaire. Du jour au lendemain, la poudre B rend caduque toutes les armées du monde. Mais une poudre révolutionnaire ne sert à rien sans une arme capable de supporter sa pression. Et la France, en 1884, n'en a pas. C'est ici que le processus administratif normal des arsenaux français vole en éclats. Habituellement, un programme d'armement, un processus institutionnel visant à définir, tester, produire ou acheter une arme, prend des années de rapports, de commissions, de tests balistiques et d'essais comparatifs dans les corps de troupes. Mais en janvier 1886, le général Georges Boulanger est nommé ministre de la Guerre. Boulanger est un homme pressé, un politicien charismatique qui comprend immédiatement l'avantage stratégique absolu de la poudre de Paul Vieille. Il sait que le secret industriel de la poudre sans fumée ne tiendra pas longtemps face au réseau d'espionnage allemand. L'opportunité est immense, mais la fenêtre de tir est minuscule. La décision du ministère est brutale. Boulanger convoque la commission de l'armement, présidée par le général Tramont, et impose un ultimatum sans précédent dans l'histoire industrielle française. Il exige un fusil de petit calibre, à répétition, utilisant la poudre B, et il le veut prêt pour le 1er mai. Il ne laisse aux ingénieurs et aux officiers que quelques mois pour concevoir l'arme qui devra équiper des millions d'hommes. Le problème n'était pas seulement d'inventer un fusil performant. Le problème était de court-circuiter tout le système d'adoption de l'État pour transformer une percée chimique en une réalité industrielle avant que Berlin ne réagisse. Face à cette contrainte de temps écrasante,
L'innovation mécanique complète est rigoureusement impossible. Les ingénieurs de l'État ne peuvent pas partir d'une feuille blanche pour redessiner une architecture moderne. Ils doivent bricoler avec l'existant, assembler les pièces d'un puzzle institutionnel pour gagner du temps. Le fusil modèle 1886 sera donc le fruit d'une urgence d'État, un assemblage précipité d'idées déjà connues pour servir une chimie inconnue. Pour le mécanisme, la commission reprend la culasse, la partie qui ferme l'arrière de la chambre au moment du tir, du vieux fusil gras. Il la modifie et la renforce avec 2 puissants tenons de verrouillage à l'avant du cylindre afin de supporter les pressions énormes générées par la nouvelle poudre. Ensuite, pour le système de répétition, l'État français fait un choix qui scellera le destin de l'arme 30 ans plus tard dans la boue. Les officiels choisissent le magasin tubulaire. Un magasin, un système de stockage des cartouches intégrés ou associés à l'arme selon les modèles, de type tubulaire place les munitions en file indienne dans un long tube caché sous le canon. Ce système, hérité des carabines à levier américaines, avait déjà été éprouvé par la France sur les fusils Kropatschek de la marine. En 1886, il offre une capacité impressionnante de 8 cartouches. À ce moment précis, l'institution militaire juge que c'est le moyen le plus rapide et le plus sûr de fournir une puissance de feu continue sans réinventer l'ingénierie d'approvisionnement. Quant à la munition, c'est le lieutenant-colonel Nicolas Lebel, alors directeur de l'école normale de tir du camp de Châlons, qui supervise la création d'une nouvelle balle chemisée de 8 mm. La balle Monsieur Laballe doit impérativement avoir un bout plat. C'est une nécessité structurelle pour éviter que la pointe d'une balle ne vienne frapper l'amorce de la cartouche. L'ensemble formé par l'étui, l'amorce, la poudre et le projectile, qui la précède dans le fameux magasin tubulaire sous l'effet du recul. Bien que l'arme soit officiellement désignée par l'administration comme le fusil modèle 1886, la presse nationale, le public et les soldats s'emparent très vite du nom de l'officier instructeur. Le Lebel est né. Mais derrière ce nom unique devenu mythique se cache en réalité le travail collectif et fragmenté de Tramont, Gras, Bonnet, Vieille et Lebel. L'adoption, la décision officielle d'intégrer un modèle dans le service, est prononcée. Le modèle est validé sur les bancs d'essai de Paris, les plans définitifs sont tracés dans l'urgence. L'armée a sa nouvelle doctrine de tir, le ministère a sa décision politique foudroyante. Cependant, un prototype approuvé dans les bureaux parisiens ne vaut absolument rien s'il ne peut pas être produit à une échelle colossale. La France a désormais une avance technologique théorique sur l'Empire allemand. Mais cette avance ne repose encore que sur quelques feuilles de papier calque et une poignée de prototypes usinés à la main. L'État doit maintenant réveiller sa machinerie industrielle lourde, celle qui emploie des milliers de travailleurs en province. La manufacture d'armes de Châtellerault, désignée comme l'usine pilote de l'État, reçoit les ordres de production avec une consigne catégorique, suspendre toutes les autres commandes en cours. Le boîtier de culasse, la structure centrale qui reçoit les principaux éléments mécaniques, nécessite des tolérances d'usinage que les ouvriers n'ont jamais pratiquées à une telle échelle. Les ateliers doivent être entièrement réorganisés, les machines-outils recalibrées. Dans les couloirs du ministère de la Guerre, l'ambiance est à l'euphorie stratégique. La France vient de créer un système d'armes qui rend aveugle et obsolète toute l'infanterie de Bismarck. Mais cette victoire chimique dissimulait un piège mécanique. L'arme était adoptée sur le papier, il restait à savoir si le système industriel pouvait la produire assez vite et si l'avenir militaire pardonnerait ces compromis urgents. La véritable percée du système Lebel ne réside pas uniquement dans un assemblage de pièces métalliques, mais dans la symbiose inédite entre une cartouche révolutionnaire et un appareil industriel d'État poussé à ses limites. Au cœur de ce bouleversement historique se trouve la munition de Vickers 50 Mix Shimmer. Pour comprendre le choc balistique de 1886, il faut examiner cette cartouche, l'ensemble formé par l'étui, l'amorce, la poudre et le projectile. Historiquement, le passage au calibre de 8 mm, une mesure associée au diamètre du projectile, selon la désignation de l'époque, constitue un saut technologique vertigineux. Avant elle, les armées européennes tiraient de grosses balles en plomb de 11 mm, lourdes, lentes et propulsées par la poudre noire. La balle M du Lebel, poussée par la nouvelle poudre B sans fumée, est chemisée de maille shore, beaucoup plus légère,
et atteint une vitesse initiale fulgurante de plus de 600 mètres par seconde. La trajectoire devient tendue, la portée utile est subitement doublée. Le soldat français peut désormais engager une cible avec précision, bien avant d'être lui-même à portée des armes adverses. Mais une munition à si haute pression exige un écrin d'acier capable de la contenir en toute sécurité. Physiquement, le fusil modèle 1886 est une arme imposante, longue de 1,30 mètres, forgée pour la résistance absolue. Son canon, le tube par lequel le projectile se déplace avant de sortir de l'arme, doit supporter des températures et des contraintes mécaniques que l'industrie française n'avait jamais maîtrisées à grande échelle. À l'intérieur, les rayures, des rainures usinées qui stabilisent historiquement la trajectoire du projectile en lui donnant un mouvement de rotation, sont repensées pour accompagner cette nouvelle vélocité sans s'user prématurément. Le cœur du système repose dans son boîtier de culasse, la structure centrale qui reçoit les principaux éléments mécaniques. Ce boîtier est massif, surdimensionné. Les ingénieurs de la commission de l'armement savaient que la moindre défaillance structurelle face à la poudre B serait catastrophique. Ils ont donc conçu une forteresse miniature en acier, verrouillée par une culasse à double tenon frontal. Cependant, concevoir ce fusil dans les bureaux d'études parisiens n'était que la moitié du défi. La véritable percée fut le miracle industriel qui suivit. L'État français doit rééquiper l'intégralité de son armée de terre. Il ne s'agit pas d'une commande de quelques milliers d'unités pour des troupes d'élite, mais d'une standardisation, le fait de réduire la diversité des modèles pour faciliter production, formation et approvisionnement à l'échelle d'une nation entière. La doctrine militaire de la Troisième République repose sur l'armée de conscription. Chaque citoyen appelé sous les drapeaux, chaque réserviste doit recevoir le même équipement. C'est ici que l'infrastructure nationale entre en jeu, illustrant la puissance de la politique industrielle française. La manufacture d'armes de Châtellerault, désignée pour lancer la série, est rapidement rejointe par la manufacture d'armes de Saint-Étienne et la manufacture d'armes de Tulle. Ces trois immenses complexes industriels d'État vont coordonner un effort de production sans précédent en temps de paix. À Saint-Étienne, les ateliers s'agrandissent, les machines-outils tournent à un rythme frénétique. L'outillage est calibré entre les trois sites pour que les pièces soient strictement interchangeables, une exigence absolue de la logistique militaire moderne. Des milliers d'ouvriers, de forgerons, de tourneurs et de contrôleurs de l'État vérifient, poinçonnent et assemblent les armes. En un temps record, la France réussit à fabriquer des millions de fusils Lebel avant le tournant du siècle. Le problème n'était pas seulement d'usiner du métal à grande vitesse. Le problème était d'imposer un secret d'État à l'échelle d'un continent. Les autorités militaires tentent désespérément de cacher la composition exacte de la poudre B et les détails de l'adoption. La décision officielle d'intégrer le modèle dans le service. L'avantage stratégique est tel que la simple rumeur de ses capacités provoque une panique absolue à travers l'Europe. En Allemagne, le haut commandement réalise avec effroi que ces millions de fusils Mauser de la génération précédente sont devenus du jour au lendemain obsolètes. Dans l'urgence, l'Empire allemand bricole à son tour un nouveau fusil, le Gewehr 88, pour tenter de rattraper son retard tactique, prouvant ainsi la suprématie momentanée du complexe militaro-industriel français. La puissance du Lebel dépasse d'ailleurs rapidement les frontières de la métropole. La dotation, l'attribution officielle de l'arme aux unités, s'étend aux troupes coloniales, des garnisons d'Afrique du Nord, aux postes isolés de l'Empire. Dans ces territoires aux climats extrêmes, la solidité du fusil est mise à l'épreuve. La rusticité de sa conception pardonne le sable et les entretiens sommaires. Le marquage gravé sur le métal, manufacture d'armes de Saint-Étienne ou Châtellerault, devient un sceau de fiabilité pour l'institution. Chaque arme qui sort des arsenaux porte des poinçons d'épreuve, traces physiques des inspecteurs de l'État qui engagent leur responsabilité. Pourtant, au milieu de ce triomphe, un paradoxe silencieux s'installe. Pour garantir cette production de masse immédiate, les commissions parisiennes ont gravé dans le marbre le choix du magasin tubulaire. L'ouvrier stéphanois qui assemble le tube sous le canon ne sait pas encore qu'il est en train de figer la doctrine tactique française dans un cul-de-sac mécanique.
Sur les champs de tir, le système semble parfait. Le fantassin dispose de 8 cartouches logées dans le tube, une dans l'auget et une dans la chambre. Un luxe tactique inouï à l'époque. Les rapports du ministère célèbrent cette puissance de feu théorique. Le fusil rassure l'institution et flatte la fierté nationale. Chaque crosse, la partie en bois tenue contre l'épaule pour stabiliser l'arme, porte l'histoire d'un effort industriel titanesque. La percée était totale, le réarmement massif était accompli et les manufactures avaient prouvé leur toute-puissance. L'institution croyait avoir forgé l'arme définitive pour le siècle nouveau, sans réaliser que la guerre industrielle allait juger impitoyablement les compromis de sa création. Out 1914. L'heure de vérité sonne pour l'appareil d'État français. L'ordre de mobilisation générale, placardé dans toutes les communes de France, déclenche un mouvement humain et logistique d'une ampleur sans précédent. Des millions d'hommes quittent leurs champs, leurs usines et leurs ateliers pour rejoindre les casernes. Dans ces immenses dépôts militaires, l'institution leur remet l'uniforme garance et l'arme qui doit assurer la revanche. Le Lebel modèle 1886 est là, omniprésent. Il n'est plus seulement un projet industriel ou un triomphe du chimique. Il devient l'outil exclusif de la survie nationale. L'apogée du Lebel ne se mesure pas seulement en millions d'exemplaires usinés à Châtellerault, Saint-Étienne ou Tulle. Elle se mesure à son assimilation totale par la culture militaire française. Le fantassin de 1914, rapidement surnommé le Poilu, forme avec son arme une silhouette indissociable. Le fusil, avec son long canon et sa monture en bois, est massif et dépasse souvent l'épaule des hommes. À son extrémité vient se fixer la baïonnette, une arme blanche conçue pour le combat au corps à corps, fixée au bout du canon. Le modèle 1886 cruciforme, affectueusement nommé Rosalie par la presse et les soldats, symbolise la doctrine offensive à outrance prônée par l'état-major. On demande à l'infanterie d'avancer sous le feu, de saturer l'adversaire de tirs rapides grâce à la poudre sans fumée, puis de conclure l'assaut à la baïonnette. Dans une France qui voulait croire à sa souveraineté industrielle, ce modèle ne représentait pas seulement une arme de dotation. Il représentait la capacité d'un État à définir son besoin, à le dessiner, à le produire, à le distribuer, puis à en assumer les conséquences face à l'histoire. L'État a misé toute sa stratégie sur ce système unique, refusant d'adopter massivement d'autres fusils pour préserver la standardisation absolue de ces lignes d'approvisionnement. Au cours des premiers mois du conflit, la puissance balistique de la cartouche de 8,50 mm démontre son efficacité terrible. Dans les plaines de la Marne, les salves tirées par des bataillons entiers stoppent les offensives allemandes. Le mécanisme de répétition manuelle, un système historique où l'utilisateur doit actionner le verrou entre chaque tir pour éjecter l'étui vide et chambrer une nouvelle munition, fonctionne avec une fluidité que les soldats ont répétée des milliers de fois à l'entraînement. Les 8 cartouches logées dans le magasin tubulaire offrent un volume de feu initial qui donne confiance aux troupes. L'arme est également déployée bien au-delà de l'Europe. Les troupes coloniales, appelées en renfort, débarquent avec leur Lebel. Le fusil connaît la boue de l'Artois, les forêts d'Argonne, mais aussi la poussière des Dardanelles et les montagnes des Balkans. Partout, les marquages des manufactures nationales résistent aux éléments. L'acier lourd du boîtier de culasse encaisse les tirs continus, les chocs, la pluie et la terre. Les ouvriers d'État avaient de forger une arme pour qu'elle dure, et sur ce point, le contrat industriel est respecté. Pourtant, cette omniprésence glorieuse commence à masquer une réalité tactique qui se transforme. À mesure que la guerre de mouvement s'enlise pour devenir une guerre de position, la nature même du combat change. L'infanterie ne charge plus en ligne droite dans des champs ouverts. Elle s'enterre. Elle vit dans des boyaux étroits, dans l'humidité permanente des tranchées, sous un feu d'artillerie écrasant. Les conditions d'utilisation de l'armement changent radicalement. La robustesse du Lebel le sauve de la destruction immédiate, mais son architecture, figée en 1886 par une commission pressée, va soudainement devoir répondre à des exigences tactiques pour lesquelles elle n'a jamais été conçue. L'armée française possédait des millions de fusils parfaits pour les parades d'avant-guerre. Mais le champ de bataille, lui, allait exiger une autre mécanique. La présence du fusil Lebel sur le front de l'Ouest
devient rapidement un phénomène industriel absolu. Pour soutenir l'effort de guerre, l'État français doit mobiliser une infrastructure gigantesque. La guerre n'est plus seulement une affaire de tactique, elle devient une équation de production. Dans les immenses ateliers de la manufacture d'armes de Châtellerault, de Saint-Étienne et de Tulle, la cadence s'accélère jusqu'à l'épuisement. Les machines-outils tournent jour et nuit, repoussant les limites de l'usure mécanique. Les ouvriers qualifiés, d'abord envoyés au front, sont rappelés en urgence dans les usines, bientôt rejoints par des milliers de femmes, les munitionnettes, qui assemblent inlassablement la cartouche de 850 Pectalamer dans les poudreries nationales. Entre 1887 et la fin de la Première Guerre mondiale, les usines d'État vont forger, assembler et contrôler plus de 3 millions de fusils Lebel. Ce chiffre ne représente pas qu'un volume matériel. Il incarne la standardisation absolue du complexe militaro-industriel français. Chaque arme sortant des lignes de montage porte le poinçon des inspecteurs de l'État, une trace physique de la validation institutionnelle, maintenue malgré la pression d'urgence. Le Lebel n'est plus une simple arme réglementaire. Il est le pilier sur lequel repose l'ensemble de la doctrine de défense nationale. Des dépôts militaires de l'Arrière jusqu'aux lignes de front de Verdun, de l'Artois ou de la Somme, toute la logistique de l'armée française est calibrée sur ce modèle unique. Le service de l'artillerie, responsable de l'approvisionnement, gère un flux ininterrompu. Les parcs d'artillerie divisionnaires distribuent des millions de cartouches par jour. Les armureries de garnison et les ateliers de réparation situés juste derrière les tranchées reçoivent des caisses entières de pièces détachées strictement interchangeables. L'État a réussi son pari. Créer un écosystème fermé où la production, l'entretien et l'utilisation sont totalement maîtrisés par les institutions publiques. L'ampleur de cette dotation se lit dans les archives du ministère de la Guerre. Le fusil s'étend à des troupes d'une diversité inédite, unifiant l'Empire. Les tirailleurs sénégalais, les spahis, les chasseurs alpins, les régiments d'infanterie territoriale, tous apprennent le même maniement, tous démontent la même culasse, tous graissent le même magasin tubulaire. Les manuels d'instruction, imprimés à des centaines de milliers d'exemplaires, diffusent une culture mécanique uniforme. Le fantassin français sait que son arme est lourde, encombrante, mais il sait aussi qu'elle encaisse les chocs. Dans les tranchées, l'objet physique subit des tortures inouïes. La crosse en bois, la partie tenue contre l'épaule pour stabiliser l'arme, gonfle sous l'humidité constante et les intempéries. Le canon, le tube par lequel le projectile se déplace avant de sortir de l'arme, est exposé à la boue corrosive, à la poussière et au tir intensif prolongé. Pourtant, grâce à l'épaisseur de son massif boîtier de culasse forgée, l'arme continue de percuter et de tirer, renforçant le mythe d'une fiabilité française à toute épreuve auprès des commandements. Mais la guerre industrielle agit comme un révélateur impitoyable. Si l'arme survit au choc physique, c'est son concept historique qui commence à frotter violemment contre la réalité du terrain. Les soldats français, terrés dans des boyaux étroits et souvent allongés dans la boue sous le feu croisé des mitrailleuses, découvrent le coût tactique d'un choix administratif fait dans l'urgence 30 ans plus tôt. Le problème n'était pas la puissance du projectile, qui restait dévastateur. Le problème était la vitesse de rechargement imposée par l'architecture même de l'arme. Alors que l'ennemi allemand peut recharger son fusil Mauser d'un seul geste fluide en poussant une lame chargeur, un petit clip métallique jetable contenant 5 balles, directement dans le magasin fixe de son arme, le soldat français est prisonnier de sa mécanique. Il doit recharger son magasin tubulaire, cartouche par cartouche. Chaque munition doit être saisie dans la cartouchière, orientée puis poussée individuellement dans le long tube situé sous le canon. Ce processus est lent, fastidieux et oblige souvent le tireur à manipuler son arme dans des positions inconfortables, lui faisant perdre de précieuses secondes. Dans la frénésie d'un assaut ou la panique d'une contre-attaque, cette contrainte mécanique se traduit directement par des pertes humaines. La pression de la guerre, cette force inexorable qui écrase les certitudes du temps de paix, expose soudainement la fragilité d'un système qui se croyait abouti. Le ministère de la Guerre, l'état-major et les commissions parisiennes commencent à recevoir des rapports de plus en plus alarmants venant du front. Ils réalisent que leur triomphe industriel de 1885 s'est métamorphosé en un carcan opérationnel.
La France possède la plus grande armée de son histoire, équipée de l'arme qui a inventé la balistique moderne. Mais cette immense machine de guerre se bat avec un système d'alimentation d'un autre âge. L'arme avait rempli son contrat initial en saturant les rangs d'une puissance de feu inédite, prouvant la capacité titanesque des manufactures d'État. Le modèle 1886 avait tenu sa promesse de standardisation, mais le système institutionnel qu'il avait imposé allait bientôt devoir affronter ses propres limites d'adaptation, ouvrant la voie à un déclin aussi lent qu'inévitable. La première véritable fracture dans l'empire du Lebel ne s'est pas produite dans les bureaux du ministère de la Guerre à Paris, ni sur les chaînes de montage inébranlables de Saint-Étienne. Elle est apparue dans la boue glaciale de l'hiver 1914-1915. Le front de l'Ouest s'est figé, la guerre de mouvement s'est métamorphosée en une guerre de siège industriel, et dans les boyaux étroits des tranchées, les dimensions de l'arme deviennent soudainement une contrainte physique implacable. Avec sa baïonnette fixée, le Lebel approche les 80 mètres de longueur. Dans un espace confiné où chaque mouvement compte, l'arme s'accroche aux parois de terre, gêne les déplacements et ralentit les assauts soudains. Mais cet encombrement massif n'est que le symptôme visible d'un mal institutionnel bien plus profond. Le véritable piège tactique réside dans son système d'alimentation. Face aux soldats français, l'infanterie allemande utilise le fusil Mauser-Gewehr 98. L'adversaire recharge son arme à l'aide d'une lame chargeur, un petit clip en métal jetable contenant 5 cartouches, poussé d'un seul geste rapide du pouce directement dans le magasin fixe de l'arme. En 2 secondes, le fusil allemand est prêt à tirer de nouveau. Le fantassin français, lui, est l'otage mécanique de son magasin tubulaire, hérité de 1886. Pour recharger son Lebel, il doit ouvrir sa culasse, saisir chaque lourde cartouche de 8 pareils 56 mm R individuellement dans sa cartouchière, l'orienter avec précaution et l'insérer une par une dans le long tube situé sous le canon. Sous un feu de saturation, avec des mains engourdies par le froid et souvent recouvertes de boue, cette lenteur de manipulation devient mortelle. Le volume de feu initial de 8 coups, autrefois célébré par les commissions parisiennes, est rapidement annulé par la vulnérabilité prolongée du tireur pendant la séquence de rechargement. Le paradoxe de l'arme française éclate au grand jour. La France avait inventé la poudre sans fumée pour tirer plus vite et plus loin, mais elle avait enfermé cette révolution chimique dans une architecture mécanique qui figeait littéralement ses propres soldats sur le terrain. Le haut commandement et le ministère de la Guerre sont parfaitement informés de cette faiblesse structurelle. Les rapports rédigés par les officiers de première ligne remontent jusqu'aux commissions d'armement avec une régularité alarmante. La vérité est brutale et documentée. Le fusil Lebel est mécaniquement obsolète face aux standards étrangers de la guerre moderne. Pourtant, l'institution militaire ne peut pas l'abandonner. C'est ici que l'inertie colossale du système industriel d'État se referme comme un étau sur la doctrine militaire française. Remplacer le Lebel en pleine guerre mondiale exigerait d'arrêter brutalement les immenses chaînes de production de Châtellerault, de Saint-Étienne et de Tulle. Il faudrait concevoir un nouveau modèle, recalibrer l'intégralité des machines-outils, former des dizaines de milliers d'ouvriers à de nouvelles tolérances d'usinage et surtout, interrompre le flux vital d'approvisionnement vers le front pendant de longs mois. Financièrement et industriellement, c'est un suicide stratégique inconcevable. L'État français est devenu prisonnier de sa propre capacité de production. L'usine produit, donc l'armée subit. La contrainte industrielle ne s'arrête d'ailleurs pas au seul magasin tubulaire. L'autre mur infranchissable réside dans la cartouche elle-même. En 1886, pour gagner du temps, les ingénieurs avaient conservé le format de base des vieux étuis du système gras en les rétreignant. Le résultat fut la munition de 8,5 mm, caractérisée par un large bourrelet à sa base et une forte conicité. Si ce bourrelet fonctionnait parfaitement dans une arme à un coup ou dans un tube, il devenait un cauchemar géométrique dès qu'on tentait d'empiler les cartouches dans un magasin vertical moderne ou de les utiliser dans les premières armes automatiques naissantes, comme le célèbre fusil mitrailleur Chauchat. La balle révolutionnaire de Paul Vieille était irrémédiablement emprisonnée dans un étui archaïque. Or, les poudreries
et les cartoucheries nationales produisaient cette munition par millions chaque semaine. Changer de fusil d'infanterie impliquait de changer de munitions. Et changer de munitions signifiait réinventer de fond en comble toute l'industrie logistique du pays sous le feu de l'ennemi. L'engrenage était définitivement verrouillé. La standardisation à outrance, qui avait été la plus grande force logistique de la République, s'était transformée en une paralysie systémique. Pour pallier cette crise tactique sans détruire son complexe militaro-industriel, l'institution tente un compromis d'urgence. Dès 1915, elle ordonne l'accélération de la production d'un autre système d'armes qui existait déjà en marge de l'infanterie régulière, le fusil Berthier. À l'origine conçu pour équiper la cavalerie, l'artillerie et certaines troupes coloniales, le système Berthier utilise un boîtier de culasse différent et surtout s'alimente par un clip métallique, type Mannlicher, de 3, puis plus tard de 5 cartouches. Le commandement exige l'adaptation immédiate de ce système en fusil d'infanterie long. Les arsenaux d'État, mais aussi des usines privées réquisitionnées et même des sous-traitants aux États-Unis comme Remington, sont mobilisés pour fabriquer des fusils Berthier en parallèle des Lebel. L'arrivée massive du Berthier dans les tranchées marque la première véritable retraite institutionnelle du Lebel. L'arme de 1886 n'est plus l'unique bouclier de la nation. Elle doit désormais partager la dotation, l'attribution officielle d'une arme à une troupe, avec un remplaçant dicté par l'urgence de survie. Cependant, l'armée française ne retire pas un seul Lebel du service actif. Les stocks sont beaucoup trop précieux et la fin de la guerre est insatiable. On continue d'envoyer ces longues lances d'acier et de bois vers le front, reléguant peu à peu les Lebel aux secteurs moins exposés ou aux troupes de soutien. L'arme de 1886 n'avait pas perdu sa légendaire robustesse, mais le système logistique et doctrinal autour d'elle cherchait déjà comment s'en débarrasser lentement, sans faire s'effondrer l'économie de guerre tout entière. La victoire de 1918 crée une illusion dangereuse pour l'industrie de la défense française. L'armée sort du premier conflit mondial auréolée de gloire, mais elle hérite d'un inventaire logistique titanesque et paralysant. Dans les immenses arsenaux d'État, des millions de fusils Lebel sont recouverts de graisse de stockage, soigneusement empilés dans des caisses en bois. Pour le ministère de la Guerre et les parlementaires, ce stock faramineux devient un piège budgétaire absolu. Comment justifier, dans un pays ruiné par 4 années de destruction industrielle, le financement d'un tout nouveau fusil d'infanterie alors que les dépôts regorgent d'armes dites victorieuses? La doctrine militaire s'endort sur ses lauriers. Le fusil de 1886, bien qu'il ait prouvé son obsolescence mécanique dans la boue de Verdun face au système de lame-chargeur, est officiellement maintenu en dotation. L'attribution réglementaire aux troupes de la République. La standardisation à outrance, autrefois force motrice de l'industrie, devient un poids mort financier qui empêche toute véritable modernisation. Pourtant, dans l'entre-deux-guerres, la réalité matérielle finit par rattraper l'institution. Les commissions d'armement savent pertinemment que le fantassin moderne ne peut plus s'encombrer d'une lance d'acier de près d'1,30 m. La guerre qui s'annonce exigera de la mobilité, des troupes motorisées, des soldats capables d'embarquer et de débarquer rapidement de véhicules. Le Lebel est beaucoup trop long, mais l'argent manque cruellement pour équiper toute l'armée du nouveau fusil MAS-36 de 7,5 mm, qui peine à sortir des nouvelles chaînes de la manufacture d'armes de Saint-Étienne. L'État choisit alors la voie de l'économie radicale, le recyclage industriel au lieu de l'innovation. À la manufacture d'armes de Tulle, un programme de transformation d'urgence est lancé dans les années 1930. Des dizaines de milliers de vieux fusils Lebel sont sortis des stocks obscurs. Les ouvriers de l'État empugnent ces armes de leur histoire. On coupe les canons, ces longs tubes d'acier autrefois garants de la suprématie balistique mondiale, et on raccourcit brutalement le bois de la crosse et le magasin tubulaire. C'est la naissance du mousqueton Lebel Model 1886 M93 R35. Mais cette modification n'est qu'un pansement dérisoire sur une fracture ouverte. En raccourcissant le tube de stockage sous le canon, la capacité de l'arme chute de 8 à seulement 3 cartouches.
Le soldat français de la fin des années 1930 se retrouve avec une arme lourde, déséquilibrée par cette coupe franche, qui tire une munition à bourrelet périmé et qui nécessite toujours un rechargement manuel lent et fastidieux, cartouche par cartouche. Ce bricolage industriel de l'État ne trompe aucune commission technique sérieuse. Il ne répondait pas à un besoin tactique de terrain. Il répondait uniquement à l'impossibilité économique et politique de jeter 1 million d'armes. Le système tentait de survivre en se mutilant lui-même. Le coup de grâce institutionnel survient au printemps 1940. Lorsque l'armée allemande lance sa Blitzkrieg, les divisions blindées et l'infanterie motorisée de la Wehrmacht déferlent sur la France. Dans les rangs français, la logistique s'effondre sous le poids de son propre passé. Si les troupes d'élite et de première ligne ont reçu le matériel moderne, des dizaines de milliers de réservistes, de soldats de l'arrière et de gardes de communication montent au front avec le vieux fusil Lebel. Le cauchemar logistique se réalise. Les dépôts de munitions doivent approvisionner simultanément le nouveau calibre 7,5 mm pour les armes modernes et les millions de vieilles cartouches 8,50 ppm pour les unités dotées de Lebel et de Berthier. Le contraste sur le champ de bataille est terrifiant. L'arme qui avait terrorisé l'Europe en 1886 avec l'invention de la poudre sans fumée se retrouve face à des pistolets mitrailleurs automatiques modernes, des mitrailleuses légères à tir rapide, alimentées par bandes, et des tactiques d'assaut interarmes fulgurantes. Le soldat français de 1940 manipule exactement le même verrou que son père, pousse les mêmes cartouches coniques dans le même tube archaïque, mais le rythme de la guerre, lui, a changé de siècle. Le courage des hommes ne pouvait plus compenser la lenteur de la machine et l'inertie de l'État. Après la défaite et l'armistice, la débâcle engloutit le système. L'occupant saisit les arsenaux et les stocks massifs. Les Lebel capturés sont redistribués à des troupes de seconde zone allemande, à la milice, ou tout simplement envoyés à la ferraille pour fondre le métal. Les manufactures d'État françaises passent sous contrôle de l'armistice. La chaîne de production complexe et ininterrompue de la cartouche de 8 mm est définitivement brisée. L'écosystème colossal qui nourrissait le Lebel depuis un demi-siècle s'écroule, incapable de survivre à l'effondrement politique et militaire de la nation. L'atelier s'est vidé, le contrat a disparu, la dotation a changé, le marquage est resté, la machine s'est tue, l'arsenal est devenu une adresse. L'arme avait définitivement perdu sa guerre face au temps, mais le silence des manufactures allait paradoxalement lui ouvrir les portes d'une mémoire nationale ineffaçable. La Seconde Guerre mondiale a définitivement scellé le sort opérationnel du fusil modèle 1886. Au lendemain du conflit, la France exsangue entreprend de reconstruire et de moderniser son armée autour de nouveaux standards, balayant les vestiges d'une doctrine révolue. Le Lebel, qui avait survécu à 2 guerres mondiales, est enfin officiellement retiré de la dotation, l'attribution réglementaire aux unités combattantes. Les immenses en stock restants connaissent des destins divers, reflets de l'effondrement de leur valeur stratégique. Des dizaines de milliers d'exemplaires sont envoyés à la fonderie pour récupérer l'acier. D'autres sont expédiés dans les colonies, distribués aux forces supplétives, ou abandonnés dans des dépôts lointains en Indochine et en Algérie, où ils terminent leur longue agonie mécanique dans des conflits de décolonisation qui ne sont plus les leurs. Le système avait définitivement expiré. Pourtant, la disparition physique de l'arme des râteliers et des casernes marque le début de sa seconde vie, celle de la mémoire institutionnelle et industrielle. L'héritage du Lebel ne réside pas dans une nostalgie guerrière, mais dans la trace indélébile qu'il a laissée sur la conception même de l'État français et de son industrie. Les immenses manufactures d'armes, qui avaient été étendues à des proportions titanesques pour répondre à la commande foudroyante de 1886, ont dû réapprendre à vivre sans lui. La manufacture d'armes de Châtellerault, l'usine pilote originelle qui avait usiné les tout premiers prototypes, a continué de produire d'autres systèmes avant de fermer définitivement ses portes en 1968, frappée par la restructuration inévitable de l'industrie d'État. Mais l'ironie historique veut que le site de Châtellerault ne soit pas mort.
Il abrite aujourd'hui le centre des archives de l'armement. L'usine qui forgeait l'acier des fusils Lebel conserve désormais le papier, les plans sur calque et les rapports ministériels qui ont ordonné leur création. La boucle institutionnelle est tragiquement bouclée. Aujourd'hui, pour comprendre l'ampleur de cette aventure technologique, il ne faut plus chercher dans la boue ou dans les manuels de tir, mais dans les sanctuaires de la préservation française. Au musée de l'armée, sous les voûtes des Invalides à Paris, ou dans les collections du musée d'art et d'industrie de Saint-Étienne, le Lebel est figé sous verre. Il est devenu un objet d'étude, un témoignage muet de la première révolution chimique de l'armement. Les conservateurs, les chercheurs du service historique de la défense et une communauté rigoureuse de collectionneurs historiques, œuvrant sur des pièces strictement démilitarisées ou classées, préservent cette mémoire. Ils n'étudient pas l'arme pour sa capacité destructrice, mais pour ce qu'elle raconte de la France de la Troisième République. Ils scrutent les poinçons de réception, les petites marques frappées sur le métal par les contrôleurs de l'État, pour retracer le parcours d'une arme entre son usinage, son passage en arsenal et son retour en réparation. Chaque lettre gravée sur le tonnerre, chaque cartouche de crosse, le macaron en bois indiquant la date de fabrication, est une archive physique de l'effort national. Il y a dans cette histoire une note de bas de page surprenante, presque cruelle, concernant le nom même de l'arme. Nicolas Lebel, le modeste officier qui n'avait conçu que la balle du projectile, a vu son nom absorber tout le mérite du système. De son vivant, Lebel tentait désespérément de corriger les journalistes et les politiciens, rappelant sans cesse que le fusil était l'œuvre collective de la commission Tramont, du chimiste Paul Vieille et de l'ingénieur Albert Gras. Mais le public, la presse et l'armée avaient besoin d'un héros, d'un nom simple à crier lors des défilés. Nicolas Lebel est mort en 1891, 5 ans seulement après l'adoption du fusil. Il n'a jamais vu la Première Guerre mondiale. Il n'a jamais vu son nom devenir un mythe, ni sa balle s'enliser dans les limites du magasin tubulaire. Le système étatique avait englouti l'individu pour ne retenir qu'un symbole. La véritable leçon philosophique du fusil Lebel, modèle 1886, est celle du piège de l'urgence et de la standardisation absolue. Cette arme prouve qu'un triomphe technologique peut devenir, par son ampleur même, une prison doctrinale. En voulant aller plus vite que tout le monde, l'État français avait figé son avance. L'arme était trop bien construite pour être jetée, trop chère pour être remplacée et produite en quantité trop colossale pour permettre la moindre évolution. Le Lebel a protégé la France, mais il a aussi anesthésié sa capacité d'innovation pendant près de 30 ans. L'objet qui devait symboliser la revanche est finalement devenu le témoin d'une époque industrielle engloutie, une époque où l'État croyait encore pouvoir maîtriser le temps en ordonnant aux usines de tourner plus vite. Aujourd'hui, le vacarme des presses mécaniques s'est tu. Derrière une vitrine de musée, sous une lumière froide, le lourd boîtier de culasse d'un modèle 1886 repose dans un silence absolu, le marquage « Manufacture d'armes de Châtellerault » encore profondément gravé dans l'acier, comme si l'usine venait seulement de s'arrêter. À très bientôt pour la prochaine histoire.